Bonjour et bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien oui, cette semaine, nous ne sommes pas en plateau, nous ne sommes pas dehors, nous ne sommes pas dans un studio. Nous sommes avec plein de studios français du jeu vidéo. C'est l'événement Games Made in France, organisé par Capital Games. C'est l'occasion sur tout un week-end de découvrir plein de petites pépites françaises venues d'un peu partout, Bordeaux, Montpellier, Lille et ailleurs, qui viennent présenter leurs jeux en stream au public. Eh bien nous sommes dans les coulisses de l'événement chez Gozulting pour parler de tout ça. Et on va commencer avec Hélène Delay et Eva Babouche qui sont à l'origine de l'événement et qui nous expliquent pourquoi elles ont choisi de faire cette vitrine et cette mise en lumière du jeu vidéo français. Allez, c'est parti. Hélène, Eva, bonsoir. Bonsoir. Alors, au moment où on se parle, même si c'est le début de l'émission, ça y est, c'est terminé. Vous pouvez souffler. Cette soirée, elle a été comment ? Cette soirée était très chouette. C'est la première fois qu'on tente la soirée physique en plus de l'événement online. Et je pense que c'était une réussite. Alors, Eva, raconte-nous ce qu'est cet événement. Vraiment, c'est pas le premier. Non, exactement. Donc, cet événement, en fait, est né en 2020. Donc, pendant une période de confinement qu'on a tous vécu, pour le coup. Et la question donc de mes prédécesseurs, pour le coup, parce que je n'étais pas encore arrivée, était de savoir comment est-ce qu'on pouvait mettre en avant le jeu vidéo qui continuait à sortir, qui continuait justement à être, à être là. Quoi, surtout pendant le Covid, on a tous beaucoup très, joué. Très forte. Comment est-ce qu'on peut justement le mettre en avant sans se mettre en danger et justement en ayant ce côté ludique. Donc après, peut-être que toi aussi, Hélène, tu pourras rajouter des anecdotes, mais l'idée était justement donc d'approcher un streamer, donc bien un streamer et des streameuses bien identifiés de la communauté, plutôt jeu indépendant, donc qui était Mister MV. Et donc, de fil en aiguille, c'est monté donc ce format d'émission sur 4 jours, avec justement des passages d'interviews de studios, de développeurs et développeuses, donc aussi des graphistes, des directeurs artistiques, donc des personnes à qui on ne donne pas forcément toujours le coup de projecteur ou la parole. Et ça donne justement ce côté convivial, ce côté un peu petit salon où on discute un peu sur des jeux qui vont faire la une demain, qui vont justement avoir ce côté un peu, pas révolutionnaire, ce côté un peu justement un peu différent, très original, voilà. Très original avec beaucoup de créativité. Donc Mister MV qui est toujours là, qui était aux commandes ce soir, qu'on a vu à l'œuvre avec d'autres. Il y avait Atomium qui était là. Avec le Quatuor, on a vu Danda, Atomium, Trinity. Il y a eu beaucoup de monde qui est passé pour promouvoir ces jeux français. C'est important. Alors Hélène, je voudrais que tu nous parles parce que toi, tu es directrice générale de Capital Games. C'est ça. Et Capital Games, comment est-ce qu'on peut présenter aux gens qui ne sauraient pas exactement ? Alors, Capital Games, c'est vraiment essayer de concrétiser un peu l'esprit collectif du jeu vidéo, c'est-à-dire de se servir des réussites, de se servir des gros acteurs du jeu vidéo pour essayer de faire rayonner tout le monde. De façon assez concrète, ça veut dire travailler en collaboration avec les pouvoirs publics pour essayer de créer des opportunités, des services pour les petits studios et d'essayer de mutualiser un peu les ressources. Donc c'est vraiment comme ça qu'on construit un peu tous nos événements et Game Made in France n'est pas l'exception. C'est les jeux français dans leur ensemble ou c'est Capital Games ? C'est un petit peu plus francilien. Il y a d'autres associations en région qui sont associées à l'événement. Exactement. Il y a 8 associations régionales du jeu vidéo en comptant les dom-toms. On est tous associés à Game Made in France parce que c'est vrai que, comme disait Eva, c'est né pendant le confinement. Et là-dessus, c'est vraiment l'événement qui a commencé à créer un lien entre les associations et qui a créé une collaboration pérenne et long terme. Et qui existe toujours aujourd'hui sur le Game Camp, sur Paris Game Biz et qui est déclinable. C'est des initiatives, on est tous un peu dans le même bateau, on a tous la même activité. C'est vrai que nous, on a un ADN très événementiel, du coup on dépasse un peu nos frontières. On n'est pas que francilien dans nos événements, même si en effet l'association à la base est une association régionale. Alors, on l'a vu ce soir. Puis vous le verrez, vous aussi, pendant l'émission, il y a beaucoup de studios de Montpellier, de Bordeaux, un peu partout, qui étaient là ce soir. Ça montre aussi la richesse de l'écosystème jeux vidéo français. Tout ne se passe pas à Paris. Exactement. Et c'est bien de le rappeler aussi.
Capital Games, ça existe depuis combien de temps? Capital Games, c'est la plus vieille association du jeu vidéo en France. Ça existe maintenant depuis 21 ans. Merci. Ce qui me semblait que c'était plus de 20 ans, je voulais pas dire de bêtises. Alors, je pense que ma mémoire fait une sélection naturelle. Moi, je suis là depuis 15 ans et du coup, j'essaye d'oublier aussi. L'émission, tu le rappelais, c'est voilà, d'aider des plus petits studios. Comment est-ce que ces studios peuvent venir à vous pour se manifester? Parce qu'on sait que on a cette chance-là en France d'avoir un réservoir de studios naissants tous les ans qui est énorme. Comment ça se passe? C'est vous qui allez les chercher? C'est eux qui se manifestent? Comment, et sinon ils peuvent se manifester? Alors si on avait plus de temps, sûrement qu'on irait les chercher, mais en vrai pas du tout. C'est vrai que c'est beaucoup de contacts proactifs de la part des studios, du bouche à oreille. On travaille aussi beaucoup avec les pouvoirs publics, le CNC, la région Île-de-France qui du coup nous préconise et nous amène aussi certains studios, ou les copains qui conseillent comme tout studio, on manque de réseau, on manque de savoir-faire, on manque aussi de trucs et astuces qui nous permettent de tirer notre épingle du jeu, et du coup les studios sont très demandeurs. Et comme dans chaque crise il y a aussi une opportunité, typiquement on n'a jamais eu autant d'adhésion que ces 3 derniers mois, parce que c'est un secteur qui reste très dynamique, et du coup on a beaucoup de création de studios, et donc là on a eu plein de toutes petites équipes de solo dev qui viennent nous voir pour commencer à se tisser un peu de réseau et à apprendre un peu de leurs pairs. Comment vous le voyez évoluer justement, ce réseau, cet écosystème du jeu vidéo français ces dernières années? En bien, en mal? Alors tu dis plus de solo dev, parce qu'aussi on sait qu'il y a beaucoup de ménages dans les plus grosses structures. C'est vrai que le visage du jeu vidéo change, du bien, du mal, il y a vraiment de tout, comme à chaque époque différente. Moi, c'est vrai que je suis arrivée en pleine crise des années 2010. Donc je suis arrivée dans un contexte pas particulièrement réjouissant non plus. Mais par contre, on voit en fait que il y a eu énormément pendant le Covid des changements, notamment en termes d'acquisition. Donc les équipes changent, il y a une concentration des acteurs, il y a une structuration, une maturité aujourd'hui qu'on peut constater. Mais malgré tout, on garde aussi cette frange en effet de création d'entreprise qui à mon sens, sera en renouvellement permanent. Et c'est ce qui permet d'avoir aussi toute cette diversité entre des gros acteurs installés, comme en effet du Focus, et une multitude de petits studios qui amènent autre chose et qui nous permettent de présenter toute cette diversité pendant Game Made in France. Alors justement, Eva, comment est-ce qu'on choisit les heureux qui ont le droit de venir ici? C'est eux qui candidatent? C'est vous qui faites une curation quelque part? Mais écoutez, en effet, il y a plusieurs... alors, comme le disait Hélène, justement, Games Made in France, c'est en partenariat, en tout cas, avec les 8 associations régionales. Donc, on diffuse déjà un appel au cœur de ces associations-là, donc déjà qui regroupent beaucoup des structures françaises de jeux vidéo. Et ensuite, en effet, ça peut être du bouche à oreille. On essaye de le communiquer au maximum via, justement, des médias spécialisés. Et il y a aussi cette petite partie magie, on va dire, où des studios ont déjà sorti un premier jeu, ça a très bien fonctionné pour eux, ils reviennent en plus pour une seconde fois pour présenter leur nouveau jeu. Voilà. C'est toutes les associations régionales qui participent à la sélection. Donc du coup, les jeux sont testés et analysés par l'ensemble des associations régionales. Et du coup, c'est comme ça qu'on dessine un line-up assez équilibré entre gros acteurs, actualité, exclusivité, solo dev, jeux indé, voilà, un petit melting pot. C'est vrai que quand on voit les jeux qui vont être présentés, pour nous vont être présentés au moment où les gens regarderont l'émission, ce sera déjà passé, mais ils pourront aller les voir, notamment sur Steam. Il y a beaucoup de jeux qui sont en démo. Est-ce qu'il y a une liste quelque part où on peut retrouver tous les jeux qui étaient présents? Il y a évidemment le programme qui est sur le site de Game Made in France où il y a l'ensemble de la programmation de l'événement. Et on a bien plus de jeux sur la page Steam qui est dédiée aussi à Game Made in France et qui, elle, regroupe plus largement en plus de 80 jeux avec des soldes et des occasions à pas louper. Ah voilà, c'est la page des bons plans jeux vidéo. Parce que là, sur les 4 jours, c'est une quarantaine à peu près qui sont montrés. Exactement, ouais. Cette année, c'est 38 jeux qui sont présentés sur ces jours-là. C'est ça, on a eu la chance de voir des jeux qui étaient ici en démo. On a surtout vu quelque chose qui, moi, me fait plaisir, c'est qu'ici, on avait des gens de studios de toute la France qui sont très contents de se retrouver. Et je ne sais pas ce qu'ils vous disent à vous, nous on les a vus, ils sont contents de discuter
Il y a besoin de ces événements-là, ça manquait ces derniers temps. Ça, c'est toujours, déjà pour nous, en termes d'équipe, c'est un ravissement. C'est-à-dire que c'est vraiment la récompense de nos efforts de voir les gens arriver, toujours un peu stressés parce que typiquement, l'exercice du stream, c'est pas forcément l'exercice dont ils sont le plus habitués. Et en fait, ils ressortent avec des étoiles dans les yeux. C'est une façon aussi de mettre un coup de projecteur, en effet, sur les équipes et de leur donner le micro, de leur donner la parole. Ils sont toujours très contents de rencontrer nos équipes de casteurs qui regardent souvent aussi de façon individuelle. Et c'est vraiment une jolie façon justement de réunir et les communautés à travers le chat, à travers les réactions en direct, les casteurs et les créateurs. Et c'est vrai que ça, on le constate et ça fait partie des satisfactions personnelles qu'on peut avoir. Ça, vous pouvez. En tout cas, eux, ils étaient très contents. Je vais vous poser une question absolument horrible. Il en fallait une. Quel est votre jeu coup de cœur de cette sélection? Chacune. Eva? Très bonne question. C'est dur, hein. Alors, allez, je vais tourner autrement. Une recommandation surprise dans la liste. Allez, une recommandation surprise avec un peu de goût personnel. Je dirais nos nouveaux adhérents Sunny Lab avec justement The Witch Bakery. Donc justement un jeu où il y a eu beaucoup de soins apportés à l'animation, justement à toutes ces petites cinématiques, aux interactions, et qui a aussi un fond très poétique lié justement sur les humeurs, sur le besoin de soigner les gens. Oui. En plus, c'est en démo public en ce moment même, donc vous pouvez aller sur leur page Steam, tester le jeu gratuitement, et s'il vous plaît, ensuite, achetez le jeu. Voilà. Wishlist sortira. Et achat direct derrière. Voilà. La wishlist, ça leur fait plaisir. On le sait, ils le disent souvent, pour eux, c'est un premier baromètre d'intérêt, donc il ne faut jamais hésiter à mettre en wishlist. Hélène, on ne peut pas couper à la question. Moi, je vais un peu failloter. Je vais dire du coup le jeu de Dotemu, Absolum, parce que ça a été mon président pendant 6 ans et du coup Cyril, je suis d'un soutien inconditionnel. Cyril, qu'on a eu pour parler justement d'Absolum au moment des Game Awards, présenter le jeu, très très beau jeu. Bon, oui, on se mouille un petit peu, mais pas trop. C'est vrai. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Hélène, Eva. Bravo pour l'événement. Et nous, on va donner la parole au studio justement. Et on va commencer avec Asobo qu'on attend de pied ferme avec Plectel Résonance. Éric Char, bonjour. Bonjour. Donc, senior producer chez Asobo, Oui. Notamment de la franchise de Plectel. Exactement. On sera obligé d'en parler, ben. de fait. On est là pour parler jeux vidéo français. Ouais. Quand on parle de vidéo français, forcément Asobo, c'est un nom qui parle. Qu'est-ce que tu peux me raconter sur Asobo ? Asobo, c'est une boîte qui, maintenant, ça fait 25 ans quasiment qu'elle existe. Et c'est 12 personnes qui, en gros, n'ont pas eu envie de lâcher le truc quand leur boîte a coulé et qui ont dit, vas-y, on continue. Et du coup, ça s'est pas mal transformé. Moi, je suis arrivé dans la boîte en 2014 et il y avait 80 personnes à peu près. Donc de 12, voilà, c'était déjà pas mal. Et puis depuis, ça continue. Franchement, on se sent chanceux. On sait que c'est difficile en ce moment, le monde du jeu vidéo dans le monde. Il y a pas mal de licenciements, c'est compliqué. Nous, on touche du bois. C'est cool, tout se passe bien pour Asobo. Vous gardez le cap ? On garde le cap. On recrute même. On continue à progresser et à avancer. Donc voilà, Asobo, c'est une boîte qui fonctionne bien, là, Asobo Studio. Et vous êtes à Bordeaux. On est à Bordeaux, tout à fait. Qui est en train de devenir quand même un fief du jeu vidéo français, il faut aussi le dire. Alors. Moi, j'ai le droit de le dire, c'est ça ? Oui. Non, moi, je suis bordelais, alors on va dire que je suis chauvin. Mais on parle souvent, c'est vrai, quand on parle de la France, on parle de Paris, on parle de Montpellier beaucoup, mais il y a aussi un écosystème fort à Bordeaux. Comment est-ce que tu l'expliques ? Je pense que à la base, c'est quelques boîtes qui ont fait ça, en fait. Donc, quand je disais que les 12 personnes qui ont fondé Asobo sortaient d'une boîte, c'était Callisto, et qui est une boîte à l'époque qui était extrêmement importante, qui a eu des grosses licences. Donc à partir du moment où il y a une boîte comme ça qui commence à exister, et qui malheureusement ferme, les gens qui sont passionnés de jeux vidéo et qui étaient dedans vont remonter d'autres sociétés, etc. Donc il y a un vivier comme ça qui existe et qui se perpétue. Et après, comment l'expliquer ? Je ne saurais pas dire vraiment. Il y a d'autres villes comme ça. Il y a Lyon aussi. Il y a... Voilà, c'est... Pas forcément. Tout ne se passe pas à Paris. Tant mieux. Exactement. Tout ne se passe pas à Paris. Et il y a plein de studios et plein de petits studios indépendants aussi qui existent à Bordeaux. Il n'y a pas que Asobo et il n'y a pas que Ubisoft aussi qui s'est installé à Bordeaux. Il y a aussi des petits studios. Il y a Shiro Games, il y a Evil Empire, il y en a plein. Evil Empire qu'on avait eu justement avec qui nous avait fait Rock Prince of Persia, très très beau. C'est vrai qu'il y a justement Bordeaux
On dit il y a aussi des écoles, beaucoup Ouais, aussi c'est vrai aussi, là-bas qui aident. Asobo, c'est quoi la philosophie de jeu? La philosophie, c'est, en tout cas, nous, on fait des jeux pour les joueurs. C'est-à-dire, ce qui nous guide à chaque fois qu'on prend des décisions sur les jeux, c'est de se dire, OK, il faut qu'on fasse le meilleur jeu possible, c'est notre objectif. Donc, toutes les décisions sont en ce sens. On a la chance de ne pas dépendre d'un actionnaire, on a la chance de ne pas être en bourse, ce genre de choses, on prend nos décisions. Les actionnaires, c'est les 12 qui ont fondé la boîte au début, ils sont encore là, ils sont passionnés de jeu, ils ont envie que le studio soit pérenne, et donc, du coup, l'idée, c'est juste perpétuer cette idée-là. Continuer à faire des bons jeux pour les joueurs à la meilleure qualité possible et grandir. Voilà, essayer de garder toute notre expérience avec des anciens et accueillir des nouveaux et continuer à faire des bons jeux. Et puis faire des bons jeux qui marchent, ça aide. Ah, bah, Alors c'est on sûr. parle de Plectel, il y a aussi Flight Simulator Ah oui. qui est chez vous. Il y a eu beaucoup d'autres expériences avant parce que c'était Ouais. aussi des expériences en réalité virtuelle Ouais. chez Asobo. Faut pas Ouais, l'oublier tout à fait, au ouais, début. Tout à fait, avec HoloLens, ouais. Et ça aide de faire des beaux jeux, ça aide de faire des jeux très différents. Mm. Parce que là, je te parlais philosophie. Ouais. Entre Flight Simulator et Plectel, il y a quand Ah, même là, j'avoue, plusieurs mondes d'écart, plusieurs époques. Ah oui, oui. Mais là, après, c'est des opportunités, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où nous, en tout cas, on a eu la chance de avoir des relations avec les éditeurs qui ont fait que ça a permis d'aller vers là. C'est-à-dire, quand on a eu Flight Simulator, c'est parce qu'on avait des bonnes relations avec Microsoft, parce qu'on a fait des jeux avec eux, parce qu'on a tissé des liens, parce qu'ils ont aimé notre philosophie, notre manière de faire, essayer de faire les meilleurs jeux possibles, etc. Et donc, du coup, petit à petit, de fil en aiguille, on noue une relation qui fait que, eh ben, on va nous confier un Flight Simulator. Ou alors, on va continuer à faire des plays avec Focus. Voilà, c'est des relations comme ça avec certains éditeurs particuliers où, ben, avec le temps, la confiance étant là, et on continue à progresser ensemble et à avoir droit de faire des jeux. Enfin, Flight Simulator, c'est incroyable. Ça- Quand on nous a confié ça, on était là. Mais, enfin, certes, c'est particulier, c'est un simulateur de vol, mais quand même, quoi, quelle licence. Donc, ouais, c'était vraiment. C'est combien de personnes aujourd'hui? Parce qu'on passait de 12 à 80. Vous êtes un peu Alors, plus nombreux aujourd'hui. Oui, on est environ 200, 250. Ça reste un fluctue studio. Un peu, voilà, c'est ça. Un bon gros studio, mais un studio à taille honnête. Exactement, c'est ça. Et comme on est plusieurs équipes, puisqu'il y a Flight Simulator, il y a nos jeux narratifs, donc comme les Plague Tale, et on a aussi gardé une structure autour de tout ce qui est la réalité virtuelle et la réalité augmentée, puisqu'on avait commencé à travailler dessus avec HoloLens, avec Microsoft. Donc du coup, on a gardé cette entité-là. Donc voilà, c'est réparti selon les équipes. Mais oui, c'est environ 250 personnes à peu près Il y aujourd'hui. a encore des expériences en réalité virtuelle. Parce que c'est vrai que moi, je me Tout à souviens fait, notamment de celle sur HoloLens, qui Ouais. était une visite, espèce de guide touristique, de visite touristique, Tout à fait. qui était très sympa. Et ça, Et il faut y revenir. Hein. Ben, Faut leur dire, alors, faut leur dire, passer le message à l'équipe. on est plus sur du B2B maintenant là-dessus. C'est-à-dire, c'est vraiment des professionnels qui cherchent à avoir. Par exemple, on aide dans des centrales nucléaires pour la formation des gens. C'est-à-dire, les lunettes holographiques permettent de former des gens à des choses vraiment très spécifiques, très techniques, sans avoir besoin d'être sur place, ou alors en étant sur place, mais en apprenant directement sur place, parce que la réalité augmentée le permet. Ça, c'est la Donc grosse voilà, force de c'est des HoloLens. choses, voilà, exactement. Ça, c'est notre force. Donc, mais c'est plus B2B. On fait plus des jeux là-dessus maintenant. Non, c'est plus. C'est pas C'est une encore autre façon de jouer. Mais c'est un peu Exactement. plus professionnel. C'est ça. Je suis obligée de te parler de Plectel, Oui. même si voilà, on n'en dira pas trop sur Résonance Oui. qui arrive cette année. Ce jeu, cette licence, quand elle est sortie, le premier, on avait tous été surpris. C'était quelque chose de différent. L'accueil, ça avait été quoi pour vous? Parce que c'est un jeu à part, tu l'as dit, voilà, c'était un jeu complètement différent. Il y en a eu deux. Donc maintenant, le troisième arrive. Comment est-ce que vous percevez encore cet amour qu'ont les joueurs pour Plectel? Bah, on est sur notre nuage toujours, on continue, quoi. C'était au début, c'est le genre de jeu où quand il y a autant d'émotions, on la met aussi nous pendant qu'on le crée. C'est-à-dire, je reprends toujours cet exemple-là, donc Sébastien Renard qui écrit l'histoire. Il me racontait quand il écrivait les scènes les plus dures et les plus touchantes. Ça lui arrivait de pleurer. Et nous, des fois, quand on jouait certaines scènes dans le studio pour tester le jeu, ça nous arrivait d'avoir les larmes aux yeux. Donc, c'est des choses où on se dit, OK, nous, on y met nos tripes quand on fait le jeu pour qu'il y ait des émotions et de voir que les joueurs les ressentent, d'avoir ces retours-là, d'avoir des lettres de fans, des choses comme ça. Bah, pour nous, c'est pour ça qu'on a fait le jeu, en fait. On a fait le jeu pour que les gens ressentent ces émotions-là. Et le fait de voir qu'ils les ressentent, encore une fois, nous, on est à chaque fois, on s'émerveille un peu de ça. On est hyper content, hyper fier aussi, évidemment. Et puis on essaie de continuer ça, d'amener des émotions différentes aux joueurs avec les plays comme on l'a fait et potentiellement avec les prochains. Ils ne sont toujours pas lassés, ils attendent tous
comme nous, Résonance. Pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de Résonance, ce qui est un mal, comment est-ce que tu peux raconter, parce que c'est différent, c'est pas une suite directe. C'est ça. On appelle ça un stand-alone un peu. Donc en gros, ou une préquelle. Donc on prend un des personnages qu'on avait dans Plague Tale Requiem, donc qui s'appelle Sophia, qui est une pillarde, une contrebandière en fait, qui a accompagné Amicia et Hugo dans le jeu Plague Tale Requiem. On s'est dit, voilà, ça c'est un personnage qui est vraiment intéressant, qui allons creuser son passé. Elle a vraiment un potentiel pour avoir une histoire forte, pour nous amener encore de l'émotion, mais aussi potentiellement pour nous amener vers quelque chose de un peu différent. C'est-à-dire, on prend un peu un contre-pied vis-à-vis des Plagues, et ça nous permet plus de choses. Donc du coup, il y a un côté, comme on était, on va dire, c'était difficile émotionnellement de sortir des 2 Plagues, de les avoir produits. Donc du coup, on voulait quelque chose de différent, et en même temps, on adore la licence. Donc c'était une manière de garder un peu cette licence qu'on aime, et en même temps, sortir de Amicia, Hugo, et de toute cette émotion très forte, pour aller vers un autre personnage. Bon, c'est une bonne nouvelle pour les fans, ça veut dire qu'ils pourront en avoir d'autres à venir. On verra. L'avenir nous le dira. Comment est-ce que tu vois la force, les atouts du jeu vidéo français ? C'est sur des jeux comme ça, parce que là, on a dit, entre Flight Simulator et Plague Tale, on a un large éventail de ce que peut faire le jeu vidéo français. En fait, je pense que c'est hyper varié, justement, c'est ça qui est assez incroyable, je trouve, c'est que, on a aussi des studios, Lyon aussi, il y a des studios incroyables, il y a Arkane qui fait des jeux incroyables aussi, donc je pense que c'est ça, c'est de la variété, on a du petit jeu indé, des jeux un peu plus imposants qui peuvent être des AA et qui viennent titiller les AAA. Mine de rien, Ubisoft, c'est quand même, il faut se le dire, c'est une force pour nous et même pour les autres studios qui sont en France, d'avoir un géant comme ça qui existe en France. Ça amène des talents, ça fait qu'il y a du travail pour tous les gens qui sont dans les écoles de jeux vidéo, d'avoir des si gros studios comme ça. Donc voilà, c'est un écosystème global qu'il y a en France avec beaucoup de studios très variés, des jeux très variés et un côté créatif où je pense que on arrive à amener des univers, des types de gameplay vraiment différents et vraiment et puis une patte aussi artistique des fois. Voilà, c'est toute cette variété-là, je pense, en fait, qui fait kiffer la richesse. On va continuer à aller voir et en parler. On va te laisser repartir, travailler sur Plague Tale Résonance, qu'on voudrait bien le voir vite. Merci beaucoup. Merci. On vient de les intercepter à la quasi-sortie du plateau. Je suis pas loin d'avoir raison. Là, ils sont gentils, ils jouent un peu les prolongations. Ils viennent de présenter leur jeu, un jeu dont on a parlé la semaine dernière, c'est Tides of Tomorrow. Adrien, Alicia, bonsoir. Bonsoir. Et on est ravis de vous avoir, tous les deux de DigixArt, pour présenter votre jeu. Lequel de vous explique aux gens qui auraient lamentablement raté l'émission de la semaine dernière ce qu'est Tides of Tomorrow ? Oui, je peux m'y coller. Donc Tides of Tomorrow, c'est un jeu d'aventure narratif, comme on dit, donc un jeu où le joueur va faire beaucoup de choix pour influencer son histoire, des choix moraux, des choix, des dilemmes, ce genre de choses, et va avoir plein de choix différents et plein de fins différentes, du coup, en fonction des choix qu'il fait. Et c'est un jeu qui se passe dans un univers post-apocalyptique qui est un peu une métaphore de la crise climatique. Donc c'est une planète qui a été recouverte par les océans parce qu'il y a eu la montée des eaux et qui est aussi recouverte de pollution plastique de partout et tous les personnages essayent de survivre dans ce monde un peu dur. Et la particularité, c'est aussi que c'est un jeu dans lequel en fait on va jouer toujours en relation avec un autre joueur qui a joué au jeu avant nous, et en fait on suit un peu les traces d'un autre joueur et on arrive dans les lieux où il a été, et en fait on va être confronté aux conséquences des actions et des choix de cet autre joueur justement, et on va vraiment être témoin de tout ça quoi. Et donc ça crée un peu cette question de qu'est-ce que je laisse derrière moi finalement pour les prochains qui arriveront après, et donc c'est un peu dans la métaphore de qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures, etc. quoi. Moi j'ai joué au jeu et j'ai suivi quelqu'un qui n'avait pas été hyper clean. Faut quand même que je vous le dise, parce que je me suis fait sermonner quand je me disais tiens, faut peut-être que je fasse comme lui. Non, c'était une très mauvaise idée. Alicia, il y a une spécificité dans ce jeu, c'est-à-dire que en fait, on joue à plusieurs, mais tout seul. Exactement, c'est un peu ce qu'on disait avec le fait de devoir suivre quelqu'un. Il faut bien dire que la personne, on ne la voit pas, on a zéro contact avec. On peut voir un peu ce qui a été laissé par la personne, du coup que ce soit des émotes ou alors ses traces, vraiment juste un espèce de fantôme qu'on va venir suivre. Mais on va surtout ressentir ses impacts sur l'histoire et sur le monde en lui-même, parce que c'était vraiment une personne qui était là avant. Du coup, si quelqu'un a effectivement, par exemple, volé des bouteilles ou des choses, peut-être que les gardes vont être en alerte et que nous, on va pas pouvoir passer. C'est exactement ce qui s'est passé.
exactement ce qui s'est passé Aussi, pour moi. Ce qui est un peu marrant, c'est que du coup, on peut choisir de changer nos actions parce qu'on sait que ça va avoir des répercussions pour les autres après nous. Donc si par exemple, moi je sais que ma sœur va jouer au jeu demain, peut-être que je vais être beaucoup plus sympa et coopératif parce que j'aime bien ma sœur. Ou pas. Le ou pas. Toi qui travailles justement côté animation, tout ça, c'est une autre façon d'animer un jeu, ce concept. Parce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Qu'a fait l'autre avant nous? Est-ce que ça change vraiment une façon de faire ou pas, ou c'est juste une impression extérieure? En fait, ça change beaucoup la façon de penser les niveaux qu'on va créer. Parce que du coup, déjà, faut en créer plusieurs versions pour plusieurs joueurs qui vont passer. Et en plus, du coup, c'est difficile de faire cette gymnastique mentale de ah oui, mais en fait, du coup, ça fait la conséquence de mais en fait, s'il revient, faut que ça remette dans l'état. Et c'est un peu la boucle qu'on a fait pendant 3 ans. Qu'on a eu du mal à faire jusqu'à la fin même. Vous êtes fait des nœuds au cerveau. Ah, beaucoup de nœuds au cerveau. Je disais, on avait dû recruter des gens pour bosser là-dessus et je leur disais, est-ce que tu arrives à réfléchir en 4 dimensions? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Mais c'est un peu réellement ça, parce qu'il y a les actions de celui qu'on suit, donc qui est déjà passé. Ouais. Il va y avoir les nôtres qui vont s'ajouter, qui vont impacter D'autres gens qui viendront après. celui qui vient. Exactement. Les serveurs, ils tiennent le choc comme ça. Il faut les penser aussi en multidimension. Non, Parce ça qu'il va. il faut que j'ai moi une partie qui soit cohérente. Oui, mais ça va justement parce qu'en fait, justement, on appelle ça du multijoueur asynchrone, c'est-à-dire qu'on joue pas en même temps, on joue en différé. Et du coup, en fait, bon, je vais pas dévoiler tout comment ça marche, etc. Mais en fait, c'est plus un challenge créatif en réalité qu'un challenge technique. Finalement, la partie technique n'était pas si compliquée que ça. Bon, je vais pas tout expliquer encore une fois. Non, mais c'est intéressant Ouais, de ouais. voir que sur un jeu, parce que c'est un pari. Ouais. On sait que chez DigixArt, vous aimez bien faire des paris narratifs. Run 96, c'était ça sur la narration un peu plus procédurale. Là, c'est un peu plus technique, Mhm. avec toujours cette dimension narrative, parce que c'est un peu l'ADN du studio. Mais c'est intéressant de voir que ce qui paraît, pour quelqu'un d'extérieur, en se disant, mais alors comment ils ont fait avec tous ces personnages qu'à un moment, on voit les codes de tout le monde apparaître, finalement, c'est pas le plus complexe pour vous en création. Ouais. Bah alors c'était quand même complexe. Hein. Je veux pas, Oui. je veux pas Non, diminuer le travail de mes collègues en Non, 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 programmation. fait, hein. Non, ouais. Non, mais mes collègues en programmation ont fait un super travail, ont très bien travaillé, c'était quand même complexe, mais effectivement, la partie la plus compliquée, parce que des jeux avec ce genre de concept de multijoueur, machin, il y en a eu, mais la partie la plus compliquée, vraiment unique que nous, on a apporté, c'est ce côté, les autres joueurs vont impacter ton histoire, en fait. Et ça, on est le premier jeu à faire ça, et on n'avait aucun exemple d'autres jeux qui l'avaient fait, donc on a dû complètement inventer le concept en même temps qu'on le faisait, quoi. On a dû trouver où on allait. Vous étiez parti sur des trucs complètement dingues et vous êtes raisonné entre vous. Ouais, on est parti dans toutes les directions. Et on a fini par avoir- Alicia, elle Non, mais oui, acquiesce. on a parti dans toutes les directions, surtout au début du projet, quoi. Donc, après, comme on reste un studio qui est pas non plus énorme, en fait, on a dû vite contenir les ardeurs de tout le monde. Sinon, en fait, c'est parti pour faire 10 ans de dev. Hein. Vous avez grossi pour ce jeu-là, plus que pour le. Enfin, je pense que c'est la même équipe que pour Road 96 de base, avec l'aspect technique qui a été renforcé. Tout a été renforcé, il y a plus de monde. Road 96, c'était 15 personnes. Et Tales of Tomorrow, c'est plutôt 30-35 personnes. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui reste pas très grand. Ce Ouais. qui reste pas très très grand quand même Ouais. pour un jeu. Voilà. Bon, même si tu minimises un peu l'aspect technique, ils vont être contents tes collègues. Là, vous étiez donc en direct dans le cas des Games Made in France pour présenter le jeu. Alors, ça fait quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est pas vos habitudes de faire ça. Là, tout le monde. C'est vrai que, enfin, je pense pour nous deux, c'était peut-être la première fois qu'on était sur un plateau vraiment comme ça, à préparer nos streams. Donc, c'est toujours un peu impressionnant quand on commence à mettre tous les micros, avoir toutes les lumières et se dire, oh, mais il y a tout le chat, tout le monde va voir ce qu'on dit. Mais bon, après, comme on est vachement mis en confiance grâce aux streameuses, qui étaient absolument adorables, merci beaucoup. C'est vrai que vous aviez Trinity Franchement, et Dame Dame. Elles sont Ouais. incroyables, donc forcément, ça aide, hein, c'est toujours agréable. C'est toujours agréable. Vous avez eu le temps de lire les commentaires ou pas sur le côté? Ouais, C'est vrai moi, je les ai beaucoup lus, j'ai beaucoup répondu. Il n'a pas du tout écouté ce qui se passait. Mais je pense qu'il y a au moins 5-6 fois où j'ai dit il y a une question dans le chat. Et alors, c'était quoi le... Bah, ils demandent plein de choses, mais en tout cas, les gens sont très curieux du concept, donc ça nous fait très plaisir. Et en fait, c'est vrai que le jeu est compliqué à expliquer. Et quand les gens le voient, ils sont en mode, mais en fait, c'est un truc de fou, en fait. Mais c'est vrai. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la patte graphique, que moi, j'aime beaucoup. Visuellement, c'est un jeu aussi, on s'en souvient, qui sort un peu de l'ordinaire. Il faut quand même vous reconnaître ça. Ça, c'est quand même aussi un peu dans l'ADN de DigixArt, je pense, c'est que comme on aime beaucoup faire des jeux narratifs avec des thèmes un peu durs, en fait, on aime bien contrebalancer ça, et par des personnages quand même un peu rigolos et des situations rigolotes, et par des univers qui sont très colorés, qui vont rester en tête et qui vont quand même avoir l'air joyeux. Parce que sinon, en fait, on se retrouve dans la moralisation et on est déprimé, on n'a plus envie de jouer. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que le jeu est extrêmement coloré, c'est agréable à suivre. Bah, il y a ce côté, on suit les gens. Et d'ailleurs, il y a un point aussi qui est important au jeu,
vous avez embarqué déjà dans votre aventure des streamers qu'on peut suivre. Moi, j'avais Little Big Well dans ma partie que j'ai suivie au début. Donc, je ne balancerai pas tous les choix qu'elle a fait, si c'était bien ou pas. Mais ça aussi, c'est un pari qui est rigolo. Oui. Ils ont été OK pour le Bah, faire. en fait, c'est eux qui ont joué. Enfin, C'est vraiment- en fait, oui, c'est faut le dire. c'est le système du jeu. C'est n'importe qui joue au jeu va apparaître dans la liste des joueurs qui peuvent être suivis, et que ce soit un streamer super connu ou ton ami, voilà. Enfin, et justement, ce qui est drôle, c'est que tout le monde va pouvoir suivre tout le monde, et donc c'est pas nous forcément enfin, il y en a certains, on leur a demandé effectivement, mais il y en a d'autres qui ont juste joué de leur plein gré. Ils se retrouvent dans la liste des gens à suivre dans le jeu, et du coup, les gens qui aiment bien ces streamers peuvent effectivement. Et ce qui est drôle, c'est que tu vois l'aventure du streamer, et après tu peux suivre le streamer dans le jeu, et tu vois un peu la suite des événements de ce qu'il a laissé derrière lui, quoi. Et donc ça crée une expérience vraiment intéressante à deux vitesses, quoi. Comme ça, vous pouvez voir si les streamers sont sympas ou pas. Exactement. S'ils jouent bien ou pas. Ouais. Ou s'ils volent tout. Parce que c'est ça Ouais. aussi. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il y en a qui ont fait deux runs avec des attitudes différentes. Oui. Donc on choisit si on suit la bonne version. Oui. Ou C'est le petit ange joue le démon, quoi. C'est Dame, la streameuse, elle nous a dit qu'elle avait joué 2 fois et qu'effectivement elle avait fait jouer complètement différemment. Et dans le jeu, il y a un système de traits de personnalité où tu vois en fait quelle va être la personnalité des gens que tu suis, et tu peux savoir s'ils sont plus coopératifs, plus ceci, plus cela. Et du coup, effectivement, Dame, on peut la suivre deux parties différentes de Dame et avoir un truc complètement différent aussi. Voilà. Et d'ailleurs, petite astuce pour les streamers qui le font, si vous les suivez, en fait, il y a le code ou le nom Oui, qui tout à apparaît fait. à l'écran, et donc on peut taper et Oui, tout à fait. et Il y a suivre. un petit code, il suffit de le rentrer. Si on a la personne dans sa liste d'amis sur Steam, par exemple, on va le voir directement, donc on peut juste le suivre. Et sinon, si il n'est pas dans notre liste d'amis, il y a un petit code qu'on peut récupérer pour suivre n'importe qui. Donc les streamers, souvent, en plus, on est malin, on a écrit le code pendant que tu joues au jeu, il est écrit en petit dans le coin de l'écran. Donc les gens qui regardent les streamers, ils peuvent voir leur code et suivre Et les hop. streamers du coup directement. Et aller vérifier s'ils jouent Ouais. bien ou pas, si ça triche ou pas. Après aussi, on n'est pas obligé de suivre tout le temps la même personne pendant toute l'aventure. Oui. Du coup, s'ils jouent comme des bons, voilà, pas obligé de continuer à suivre. Et- Et je cherche quelqu'un de plus sympa. C'est vrai. Comment est-ce qu'elle est faite, cette curation? C'est une liste complètement aléatoire ou c'est en Non, lien alors, avec il y a notre plein de création de critères. personnage? Non, il y a plein de critères. En fait, on prend tes amis, on prend des gens très suivis, on prend aussi des gens qu'on propose aléatoirement. Et en fait, entre chaque niveau du jeu, quand tu voyages du coup sur cette planète océanique là, tu vas pouvoir choisir ta prochaine destination à la longue vue. Et en fait, en même temps, tu vas pouvoir choisir si tu veux continuer de suivre la même personne ou suivre quelqu'un d'autre. Et du coup, au fil du jeu, tu vas suivre des gens qui sont plus ou moins sympas, voilà, Tu des peux gens changer. plus ou moins connus, plus ou moins sympas. C'est drôle. Ouais, et tu vas sentir les personnalités qui changent aussi en fonction de qui tu suis. Et ce qui est drôle, c'est qu'on nous demande souvent, mais pourquoi je suivrais quelqu'un qui est un fauteur de troubles et qui fait que des bêtises, par exemple, pour rester poli. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même drôle à suivre une personne comme ça, parce qu'au contraire, ça va te permettre à toi de réparer ses erreurs À et dire, du coup de devenir la personne un peu La gentille. la personne là, tu deviens la gentille de l'histoire parce que tu répares les erreurs de la personne précédente. Donc c'est assez marrant, quoi. Et alors, je crois pouvoir dire, et je ne trahis pas un secret, mais je vais rassurer les gens qui parfois jouent et n'ont pas de connexion. Oui. Parce que vous avez prévu le truc, Oui. qu'on puisse jouer, même Entièrement si on hors est ligne, ouais. entièrement hors ligne. Et ça, c'est quand même important dans Ouais. un jeu mais qui, a priori, semble complètement en ligne. On sait qu'il y en a que ça angoisse le jeu totalement connecté. Non. Là, vous avez trouvé Justement, une en feinte. fait, ouais, nous, on peut jouer entièrement hors ligne parce qu'en fait, si tu joues hors ligne, en fait, déjà, par exemple, si t'es déconnecté en plein milieu d'un niveau, tu peux quand même continuer parce qu'en fait, on a déjà récupéré les informations dont on avait besoin pour que tu puisses suivre cette personne à l'instant T. Donc, en fait, ça ne pose aucun problème que tu sois hors ligne. Et après, à long terme, on va dire si tu démarres le jeu en étant complètement en ligne parce que t'as pas internet, tu vas quand même être dans cette expérience tu vas suivre l'aventure de quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment le cœur du jeu, c'est vraiment cette idée de relation avec quelqu'un d'autre qu'on a voulu avoir. Donc tu vas quand même avoir cette expérience-là, mais tu vas devoir suivre simplement des parties prédéterminées créées par les développeurs du jeu, donc par nous en fait, Voilà. tout simplement. C'est vous qu'on peut suivre. Voilà, Vérifier exactement. si vous avez bien joué. Vraiment Loris, j'imagine même. C'est vrai. Est-ce qu'on peut te suivre, Alicia, dedans? Je pense pas. C'est vrai, tu Elle a t'es pas- extirpé. Elle a pas eu le temps de jouer. Mais non, elle crée, elle peut pas tout faire. C'est ça, c'est ça. Bon, super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Nous, on espère que le concept va plaire, va parler aux gens et qu'ils vont avoir envie de se suivre entre eux aussi, les gens avec leurs amis aussi, parce que c'est pas juste suivre des streamers et machin, c'est aussi une expérience entre amis. Donc c'est aussi quelqu'un qui jouerait et qui dirait à ses amis, suivez-moi dans le jeu pour voir les conséquences de mes choix, etc. Donc on espère que ça, voilà, il y aura des gens qui auront envie de se prêter au jeu, quoi.
Et que ça va leur plaire surtout. Tant que les joueurs sont contents, on est content. Voilà, exactement. Bon, voilà, il faut aller jouer tous à Tides of Tomorrow, tous ensemble. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui vont perdre des amis aussi à cause de vous. On ne sait pas, on verra, ce sera pour le deuxième. Bon, je vous le souhaite. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Direction les étoiles à présent avec un studio montpelliérain qu'on suit, nous, chez BFM Tech. C'est Altshift. Altshift qui s'est vu confier une belle mission, mettre en jeu vidéo Battlestar Galactica. Et oui, la célèbre série télé. Avec Scattered Hopes, eh bien, ils vont nous emmener dans un univers différent, mêlant tactique, narratif et roguelite. C'est Julien Cotteret, directeur créatif du jeu, et Simon Swinsko, lead game designer, qui nous en parle. Julien, Simon, bonsoir. 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 Vous êtes là pour nous parler d'un jeu, d'une licence très connue, mais les gens ne savent peut-être pas que vous allez en faire un jeu. C'est Battlestar Galactica. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes attaqué à cette série. On connaît depuis en plusieurs versions selon l'âge qu'on a. Depuis le temps, pourquoi Battlestar Galactica ? Pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que pour nous, c'était vraiment une référence, même avant qu'on sache qu'on allait faire un jeu sur Battlestar Galactica. C'est une référence majeure de science-fiction du début des années 2000 qui nous avait un peu porté créativement, qui nous a déjà porté sur notre précédent jeu qui s'appelait Crying Sons, qui était une forte influence. Et quand on a eu l'opportunité de pouvoir travailler dessus, on a sauté sur l'occasion. C'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes fait connaître avec un premier jeu, Crying Sons. Qui est allé chercher l'autre ? Vous aviez l'idée de Battlestar Galactica ? Ou les détenteurs des droits sont venus vous voir ? Entre les deux. En fait, on a eu vraiment de la chance parce que, je pense pas qu'on pouvait anticiper qu'on pourrait attaquer une licence comme celle-là. Et on avait pitché donc un autre jeu qui était un Metroidvania à Cyril Imbert de Dotemu, donc le CEO de Dotemu. Et en fait, il a pas du tout accroché à ce qu'on lui a pitché. Par contre, il avait adoré notre précédent jeu. Il a tout de suite vu le rapprochement entre la licence Battlestar Galactica et nous. Et il nous a proposé, il nous a demandé, est-ce que ça vous dit de faire un jeu Battlestar Galactica ? Donc là, c'est ce que c'est bien faire Dotemu aussi, c'est rapprocher des studios et des licences. Et nous, on pensait même pas que c'était possible et atteignable pour nous, donc on a sauté sur l'occasion de pouvoir faire ça. Simon, est-ce que tu connaissais la série avant ou tu t'es fait embarquer par tout le monde ? Moi, c'est assez marrant parce que du coup, j'ai rejoint Altshift sur le précédent jeu qu'ils ont pitché. Et j'avais vu la série l'année d'avant qu'on a travaillé dessus. Donc, et en plus, j'ai adoré, donc c'était génial de pouvoir travailler dessus. Donc, quand on s'attaque à une série comme ça, qui a déjà un univers connu, c'est un avantage ou c'est un traquenard ? Non, c'est un avantage parce qu'on bénéficie quand même de pas mal de bonne volonté de la part des gens qui ont envie de revenir dans l'univers, de connaître quelque chose. Après, oui, il y a des contraintes qui viennent avec parce qu'il faut respecter la licence, il faut être précis sur l'univers, sur ce qui s'y passe, et il faut valider les choses avec les droits aussi. Mais non, c'est quand même un avantage si on ferait pas ça. Le jeu s'appelle Battlestar Galactica, Scattered Hope. Donc, on comprend que c'est quelque chose de différent. Vous êtes collé à la série, à une saison, c'est quelque chose de totalement nouveau. Alors en fait, ça s'inscrit dans le canon de la série, c'est-à-dire que nous, on s'est beaucoup basé en termes de référence sur l'épisode 33 minutes, qui est un peu l'épisode iconique pour tous les gens qui ont aimé la série. Et le pilote, c'est ça ? Qui était juste après le pilote. Juste après. Voilà, il y a un double épisode qui est le pilote, et juste après, il y a cet épisode-là qui est vraiment iconique, où donc voilà, les humains sont pourchassés par les Cylons, et toutes les 33 minutes, ils sont rejoints par des ennemis qui veulent les tuer. Et du coup, nous, on s'est vraiment calé là-dessus. Et on a essayé de faire quelque chose qui soit compatible avec le canon de la série, sans non plus casser le canon de la série, parce que on n'a pas non plus la marge de manœuvre pour raconter une histoire qui deviendrait canon, en fait. Donc voilà, d'où les Scattered Hopes, c'est vraiment d'autres flottes qui, comme le Galactica, ont essayé de fuir, mais dont la plupart n'ont pas réussi, mais on essaie de les faire rejoindre le Galactica. Le fameux Galactica, le fameux... Le fameux Galactica. Comment est-ce qu'on va jouer à ce Battlestar Galactica ? C'est pas un jeu de rôle, d'action, d'aventure. Vous êtes parti un peu sur autre chose, qui est un mix. Ouais, c'est un tactical roguelite narratif. C'est beaucoup de termes dans ma tête. On n'a pas l'habitude de mettre côte à côte. Des termes techniques, oui. Non, c'est pas le côté technique, c'est que c'est rare Oui. de mettre tout ça en même temps. En fait, on est quand même assez proche de Crying Sons, donc le précédent jeu d'Altshift, dans le sens où il y a ce côté narratif où on doit gérer la flotte et les problèmes des humains et en même temps gérer ensuite le combat avec les Cylons. Donc c'est l'alternance entre ces deux phases, le jeu. Et du coup, le côté roguelite, c'est parce qu'on va incarner différentes flottes qui ont toutes fui en même temps et qui essaient de rejoindre le Galactica. Il faut gérer l'équipage aussi. C'est ça. Les états d'âme de chacun.
Oui, c'est vraiment un jeu de survie parce que toutes les probabilités sont contre nous, les silons sont des millions de fois plus nombreux, il reste plus beaucoup d'humains, et même à l'intérieur des flottes humaines. En fait, c'est ça qui était intéressant dans la série, c'est que la série, c'est pas uniquement un space opéra, une série de SF, c'est aussi un drama. Et donc, ils fuient les silons qui veulent les annihiler, mais au sein de la flotte, il y a aussi des dangers avec des personnes qui essaient c'est l'humanité, quoi, de tirer leur épingle du jeu, de prendre le dessus, de prendre le pouvoir. Et donc, le danger, il est autant, finalement, avec les silons qui viennent de l'extérieur qu'avec les gens dans la flotte. C'est la partie narrative du jeu. Moi, je sais que voilà, quand vous l'aviez présenté, on s'était vu il y a quelques mois pour la présentation. C'est la partie que je trouve intéressante, c'est il faut gérer les humains aussi. Le côté humain, vraiment au sens premier du terme, les relations humaines dans le jeu. Ça fait beaucoup de choses à penser quand même. Vous arrivez à construire un jeu qui arrive à faire... On arrive à progresser dedans avec autant d'éléments. C'est pire qu'une série télé. Alors, c'est pas le plus simple à faire, effectivement, en termes de design de jeu. Heureusement, on avait quand même l'expérience du précédent jeu qui était quand même moins complexe, mais qui donnait les bases, en fait, pour savoir comment aborder cette problématique. Et ensuite, c'est beaucoup d'itérations de jeux vidéo. Donc, voilà, la version qui va sortir du jeu, forcément, elle est passée par beaucoup d'étapes où c'était beaucoup plus dur à gérer pour les gens en face. Donc, l'idée, c'est d'arriver vraiment, en itérant, à faire que des choses qui sont assez complexes à comprendre deviennent accessibles pour les gens et qu'ils arrivent à construire un raisonnement pour savoir comment battre le jeu, comment arriver au bout du jeu. Donc c'est beaucoup de travail itératif souvent le jeu vidéo pour arriver à quelque chose qui est complexe mais qui soit simple d'accès. Combien de temps pour le jeu? Pour le faire, pour le fabriquer, comme la plupart des jeux, 3 ans. C'est à 3 ans quand même que vous êtes dessus. La plupart des jeux, c'est le tarif. Okay, alors, et en combien de temps d'espoir vous nous donnez pour réussir nos missions? Allez prendre un jeu de Simon. Ça dépend. Ça dépend des joueurs. Après, il y a des modes de difficulté, donc on peut gérer un peu sa difficulté comme on veut pour les non-initiés. Mais en gros, on va compter pour la première victoire, parce que bien sûr, c'est un roguelite, donc la première victoire n'est pas la fin du jeu. Il y a une méta-narration qui va faire qu'il faut réussir plusieurs fois à finir le jeu. Et du coup, on compte environ 10-15 heures pour la première victoire. La première. Oui. Si on appelle d'autres. C'est ça. Donc ça progresse. Et après bien plus. Pardon. Oui, vas-y. Et après bien plus pour tout le reste, bien sûr. Oui, c'est ça. On n'est pas couché. Hein. C'est ça que tu veux nous dire. Pour les gens qui ne connaîtraient pas Battlestar Galactica, qui ne connaissent pas l'univers, qui n'ont jamais regardé la série, ça reste quand même compréhensible. Vous avez fait un petit twist au début pour faire un previously. En fait, la série, c'est ça qui était assez simple pour nous, c'est que la série, elle fait déjà ça. Dans les épisodes de série, ça commence par une petite récap de quelles sont les prémices de la série, l'univers et qu'est-ce qui se passe. Et au final, les prémices sont pas si complexes. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est pas tant les prémices que le déroulement, les rapports humains, le drama, comme je le disais. Mais les prémices sont assez simples. C'est l'humanité qui a été terrassée par sa création, quelques survivants qui essayent de fuir et donc les silons qui essayent d'annihiler les humains qui restent. Et ensuite, une fois que ça s'est lancé, tout le reste passe après. Mais les prémices sont assez simples, en fait. C'est pour rassurer ceux qui ne connaîtraient pas la série. De quoi vous êtes le plus fier dans votre jeu? C'est une bonne question. Je pense que ce dont on est le plus fier, c'est vraiment d'avoir réussi, j'espère, d'avoir capté l'esprit de la série. C'est-à-dire que on a essayé vraiment de retranscrire ce côté drama, ce côté d'une série qui n'est pas uniquement un space opéra, qui n'est pas uniquement un jeu où on fait des combats dans l'espace, mais un jeu où on doit gérer en même temps l'humain et en même temps, effectivement, le combat qui est quand même quelque chose de très agréable à faire. C'est le côté vraiment très jeu vidéo, mais voilà, d'avoir réussi à vraiment mélanger ces deux choses ensemble et d'avoir fait quelque chose qui est très fidèle dans l'esprit de la série, ça c'était un vrai challenge, mais c'est une vraie fierté pour nous, je pense. On attend le jeu pour bientôt? Oui, très bientôt. Dans quelques semaines. Alors, quelques semaines. Je n'ai pas le droit d'en dire plus, mais quelques semaines. C'est le roi du suspense. Dans quelques semaines, ça peaufine. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Puis, c'est bon, on va vous laisser aussi repartir, voir ici si les gens sont réceptifs au jeu. Ce choix, ils peuvent le jouer. Ils peuvent y jouer ici. Oui, il y a la démo. Il y a une démo. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il y a une démo. Tout à fait. Il y a une démo qui est disponible sur Steam et qui sera. Et point important sur la démo, les gens qui jouent à la démo pourront continuer leur partie dans le jeu complet. Donc c'est pas là, on joue pas pour rien à la démo, on peut continuer après une fois qu'on a acheté le jeu. D'accord. Ça c'est un bon point parce que c'est toujours la frustration des démos. C'est que voilà, on donne. Bon, j'en déduis, ce sera pas 15 heures la démo alors. Non, un peu moins. On peut y passer longtemps. On peut recommencer sans arrêt. Bon voilà, vous savez maintenant, allez jouer à la démo. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Vous l'avez vu, l'écosystème du jeu vidéo français se porte bien, il est particulièrement créatif et encore, on ne vous a donné qu'un tout petit échantillon de tous les studios qui étaient présents ce soir. Ils sont encore à l'heure actuelle en train de passer
l'antenne. Vous pourrez d'ailleurs découvrir de nombreuses démos de leurs jeux sur Steam, sur la page de Capital Games et de Games Made in France. N'hésitez pas à les essayer. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission en direct du jeu vidéo français. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur BFM Tech, sur la chaîne YouTube BFM Tech et la plateforme RMC BFM Play, et évidemment en podcast partout. On se retrouve très vite pour parler la prochaine fois matériel. On va vous donner quelques recommandations pour bien vous équiper. Vous verrez, on a des super intervenants avec des super bons plans. En tout cas, jouez bien et à très vite.